Après la Colombie et sa jungle politique, direction l'Espagne. Elle demeure le pays le plus grand producteur de fruits et légumes de l'Union européenne, et ce, malgré de mauvaises conditions climatiques ces derniers mois. Tout le monde récolte-t-il pour autant sa part du gâteau ? Vous vous doutez bien que non. Ce secteur, comme bien d'autres d'ailleurs, est extrêmement hiérarchisé. Il y a le haut de la pyramide qui n'a pas à se demander de quoi sera fait le jour suivant, et puis il y a tous les autres. Parmi ces derniers, on trouve de nombreux migrants employés en fonction des besoins, moins rémunérés et dont les conditions de vie seraient impensables si Gilles Gasser et Jean-Marie Barrère de Joker Productions n'avaient pas filmé leur aspect tout simplement révoltant. C'est l'histoire d'une mer qui ne figure sur aucune carte maritime. Un océan de plastique qui prolonge la Méditerranée à la pointe sud de l'Espagne. 35 000 hectares de serres agricoles. Une exploitation de fruits et légumes concentrée autour d'Almeria. Ici, c'est le potager de l'Europe. Toute l'année, les légumes andalous inondent les supermarchés européens. La main-d'œuvre de ce nouvel Eldorado, la voici. Des milliers d'immigrés, venus essentiellement d'Afrique. Ils ont débarqué ici dans l'espoir d'une vie meilleure. Souvent sans papier, ils sont condamnés à la précarité. Alors, la mer de plastique engloutit ces hommes et, parfois, leurs illusions. Au plus près des serres où ils travaillent, les chabolas fleurissent. Des bidonvilles, où des milliers d'entre eux survivent, comme des naufragés, accrochés à leurs rêves d'Europe. Ça, c'est pas l'Europe. Non, ici, c'est pas l'Europe. Ici, c'est un mauvais endroit. Je ne comprends rien à tout ça. Je comprends pas. Il y a 6 ans qu'Abdellah est arrivé du Maroc. Comme tout le monde, il a dû apprendre à se débrouiller. Pour construire la maison, on se sert de ça. Et puis de ça aussi. Ça vient des poubelles des serres. Quand ils changent le plastique des serres, on va se servir dans les poubelles. J'ai aussi trouvé ça pour me faire une fenêtre. Rien de plus. Ensuite, il faut 2 semaines pour la construire. Avec ça aussi. De simples palettes dressées l'une contre l'autre et protégées par une bâche en plastique pour tenir les murs et abriter 2 personnes. Je n'aime pas vivre ici. C'est difficile. L'été aussi, c'est dur. Il fait très chaud. Et le froid aussi. Le matin, il peut faire très froid. On ne peut pas se changer. C'est difficile. Pour se doucher, il faut aller loin. L'eau descend de ce bidon qui se trouve là-haut. On la réchauffe et puis après on la récupère dans ce seau. Ensuite on va se doucher là-bas. C'est ici. Regarde comme c'est répugnant. C'est plein de microbes. On se douche comme ça avec le seau, hiver comme été. On est en Espagne et c'est comme si on était revenu au 5e siècle. Ici tout va mal. Pas de maison, un travail mal payé. Nous ne sommes que des étrangers, rien de plus. Dans ce bidonville, une 60aine de Marocains vivent sans eau, sans électricité. Relégués loin du centre-ville, ils dépendent largement de l'aide humanitaire apportée par des ONG comme Médecins du Monde.
Ils trouvent du travail pendant 2 jours, puis rien les 3 jours qui suivent. Certains ont des papiers, d'autres n'en ont pas. Du coup, ils n'ont pas d'autre option que de vivre ici, dans ces conditions. Il y a des gens qui vivent depuis longtemps dans cette situation. Leur hygiène n'est pas bonne, ils ont des problèmes bucco-dentaires, ils développent des pathologies liées à la peau. En plus, ils sont très isolés et du coup, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller voir un médecin. C'est ici qu'ils stockent l'eau, c'est ça qu'ils boivent. Ces bidons contenaient des produits phytosanitaires et les phytosanitaires contiennent des substances qui sont cancérigènes. Stocker l'eau dans ces bidons et la boire, c'est risquer de développer un jour un cancer. À quelques kilomètres de là, de jeunes Ghanéens se sont installés dans cette ferme abandonnée, au toit effondré. Ils sont une bonne dizaine à s'entasser ici. Les conditions de vie sont à peine meilleures. Un peu d'électricité, une télé et bien sûr des téléphones pour rester en contact avec la famille. Le dernier arrivant s'appelle James. Il a 19 ans. Aujourd'hui, il a mal aux dents. Tu peux me montrer la dent qui te fait mal? Fais voir. Laquelle? Elle-là. Ouvre la bouche, ouvre-la. C'est celle-là que tu veux arracher. Mais elle est bonne, elle est saine. Mon Dieu, vous devez vraiment prendre soin de lui. C'est lui le plus jeune parmi nous. Oui, c'est bien pour ça. Ça fait combien de temps que tu es ici? 2 semaines. Ah, 2 semaines. Je suis venu ici parce que j'ai des amis qui vivent là. Oui, J'ai dû venir pour gagner ma vie. oui. Il paraît qu'ici c'est bien, qu'il y a beaucoup de plantes, des tomates, des courgettes, des oignons, des poivrons. Je vais trouver du travail. Comment on trouve du travail ici? Si tu es nouveau, il faut aller attendre sur les ronds-points tôt le matin, en ville. Une fois que tu es là-bas, sur le carrefour, il y a des patrons qui viennent et qui cherchent des ouvriers. Si tu as de la chance, ils t'embarquent pour aller travailler. Dès l'aube, c'est l'habituel balai des immigrés à la recherche de travail. Ici, on se vend à la journée et il faut être patient. Sur le rond-point commence le manège des patrons. Ils observent et évaluent la force de travail. James est venu avec un ami et ils vont tenter leur chance. Tiens, regarde. Cette voiture-là, elle attend pour embarquer quelqu'un. Moi, j'aimerais bien avoir un travail avec un contrat. Mais en ce moment, les choses sont compliquées. Alors, un jour ça va, et l'autre jour ça va pas. Et pourquoi tu n'as pas de contrat? Parce que je n'ai pas de papier pour travailler. Alors on vient ici, mais avec un peu de chance, on va pouvoir gagner de quoi manger. La concurrence est rude. Et quand il y a une occasion, il faut être le plus rapide. Pas de chance pour les deux amis. Ici, tout le monde se connaît. Mais quand une opportunité se présente, il n'y a plus d'amitié qui tienne. On veut tous travailler. C'est pour ça qu'on s'est disputé à la portière du camion. Parce que le patron, il a dit qu'il voulait seulement 2 personnes. C'est pour ça qu'ils m'ont bousculé. Mais les 2 autres copains, le chef les a embarqués pour bosser. Et tu es triste? Non. Triste, non. Pourquoi? Le prochain coup, j'aurai de la chance. James n'a pas travaillé depuis plusieurs jours. Pourtant, il garde espoir. Mais pour aujourd'hui, le temps passe et la place se vide. Pour ceux qui ont la chance de travailler,
leur journée de 8 heures dans la chaleur des serres ne sera pas toujours payée conformément aux conventions salariales. Normalement, les travailleurs doivent être payés 46 € la journée. En réalité, beaucoup n'empocheront qu'entre 30 et 35 €. Parfois, pour ceux qui n'ont aucun papier, on avance même que le salaire pourrait descendre à 20 €. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais heureusement pour eux, les ouvriers ont des alliés. Là, nous allons nous engager dans un labyrinthe. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais... Spitou Mendy est porte-parole d'un syndicat d'ouvriers agricoles, le SOC. Tous les jours, il sillonne la région pour informer les travailleurs de leurs droits et les inciter à se défendre. Bonjour. Vous travaillez cet après-midi? Oui, on va travailler cet après-midi et après on revient là. Pourquoi vous habitez ici et pas au village? De façon normale? Il y a beaucoup de raisons. Si tu travailles pour un patron pendant 1 ou 2 mois et qu'à la fin il ne veut pas te payer, alors comment fais-tu pour payer un loyer et le transport? On est dans un pays où il y a des lois, des droits. Oui. Nous avons un syndicat, le syndicat des ouvriers agricoles, le SOC. Pourquoi il n'y a pas d'adhésion? C'est-à-dire que tous les travailleurs comprennent qu'à un moment on peut s'arrêter et dire « on ne va pas plus loin, on ne peut pas souffrir plus ». Le patron va me virer, parce que moi je dois ramasser les tomates, je dois faire un truc et puis un autre. Et à la fin? Et à la fin, tu vis ici. C'est bidonville. Oui, ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas exister. Alors pourquoi? Ça ne devrait pas exister. Si ma mère apprend que je vis ici, elle va me tuer. Moi, je lui raconte que je vis bien, qu'ici tout est meilleur, et puis voilà, quoi. Et toi, tu gagnes combien par jour? 32 €. 32 €? Oui. Tu sais combien on doit te payer pour 8 heures de travail? Environ 46 €. Et pourquoi tu touches pas cette somme? Si un jour je demande à être payé 46 €, le jour d'après, je me fais virer. Mais il s'agit de tes droits. Tu dois venir au syndicat et on va t'aider. La priorité de Spitou, c'est d'aider ces hommes à surmonter leur peur. Pour y parvenir, il essaie de leur faire partager sa révolte. Ici, on est en Europe. La PAC donne des subventions à ses agriculteurs. Ils ne nous calculent pas, ils pensent que nous sommes invisibles, qu'on ne doit pas s'exprimer, qu'on ne doit pas dire ce que je dis en ce moment. Je suis furieux à cause du manque de participation. Le moment est venu que les gens s'unissent et disent « assez, stop à l'exploitation ». Parce que tous ceux qui sont venus nous voir, ils ont gagné. On n'a même pas eu besoin d'aller devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que les patrons, ils savent que si on en arrive là, ils vont perdre. Un discours qui finit par porter. Certains ouvriers franchissent le pas et dénoncent les abus. Atteinte au droit du travail, accès au logement, discrimination, racisme. Au siège du SOC, les dossiers s'accumulent. Parfois, certains patrons n'hésitent pas à abuser de la crédulité des travailleurs. Ce jeune Marocain, que nous appellerons Rachid et qui n'a pas souhaité être filmé, vient dénoncer son patron. L'équipe du SOC a vite compris sa situation. Son employeur ne le paye pas bien, mais invoque une bonne raison. Il prétend utiliser une partie de l'argent pour payer sa sécurité sociale. Seulement voilà, Rachid n'a pas de papier et il sait pertinemment qu'il ne peut pas être déclaré à la sécurité sociale. Spitou et son collègue Abdelkader sont déterminés à engager un bras de fer avec l'employeur. Et toi, tu ne penses pas qu'on pourrait mener une action contre le patron? Oui. Et comme ça, on lui met la pression pour qu'il reconnaisse son erreur. Vraiment, ça ressemble à une arnaque. On lui parle 5 minutes et puis on voit ce qu'on peut faire. Oui, d'accord, pas de problème. Assieds-toi ici. Bon, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Comment on va pouvoir négocier avec quelqu'un qui est têtu comme une mule? Un jour il dit une chose et le lendemain son contraire. Je ne sais pas comment m'y prendre avec lui. Nous, le syndicat, on peut t'accompagner à l'inspection du travail et parler avec ton patron. Bon, on y va ensemble et on mène une action contre lui. Ça te semble possible? Bien sûr. C'est OK. Des travailleurs comme Rachid, Spitou aimerait en avoir plus souvent dans son bureau. Mais pour la plupart, c'est une démarche périlleuse.
Les gens ont peur des représailles. Ils ont peur de ne plus pouvoir travailler. Ils pensent que s'ils dénoncent un patron, cela va mettre un terme à leur vie de travailleur. Le lobby des agriculteurs est très puissant. Les agriculteurs indélicats sont en position de force, car ce réservoir de travailleurs sans papier ou non déclarés ne se tarit jamais. Des ouvriers précaires dont on ne parvient pas officiellement à évaluer le nombre. Mais l'équipe du SOC a sa petite idée sur la question. Dans la province d'Almeria, il y a environ 35 000 à 40 000 hectares de serres. Il faut 2 travailleurs pour 1 hectare. Donc, ça suppose qu'il y a entre 70 000 et 80 000 travailleurs. Pourtant, il n'y a que 40 000 personnes inscrites à la sécurité sociale. Il y a une différence, non? Selon toute vraisemblance, cette différence correspond à des travailleurs sans papier. 40 000, ce serait le nombre d'illégaux qui travaillent régulièrement dans les serres. Une manœuvre qui a largement contribué au miracle économique de la région et qui pourtant en profite peu. Aujourd'hui, à quelques pas des chabolas et des bidonvilles, s'élèvent des hôtels de luxe et des complexes touristiques qui doivent beaucoup à la mer de plastique. Pour celui qui est bosseur, c'est une activité rentable. Je ne vais pas dire le contraire. Rosando possède 3 serres de 11 000 mètres carrés chacune. Après 30 ans de labeur, il estime qu'il peut être fier de sa réussite. Attrape celle-là. Malgré tout, il est persuadé que les vraies marges se font ailleurs. Les grandes surfaces, c'est elles qui imposent les prix. Pour les courgettes, elles vont me payer entre 50 et 60 centimes. Et en France, je ne sais pas exactement combien elles coûtent, mais au moins 3 ou 4 euros, c'est sûr. Ils abusent. Une serre comme celle-là, c'est 400 000 euros d'investissement. Sans les banques, impossible de démarrer. Elle prête jusqu'à 70% de la somme sur 12 ans. Un crédit lourd sur une période courte. Cette activité ne produit pas suffisamment pour pouvoir rembourser. Si en plus il faut payer les salaires, la sécurité sociale et tout le reste, ça fait beaucoup trop de dépenses. Du coup, le compte n'y est pas. Quand tu ne peux pas payer, la banque peut saisir ton exploitation. Et si ça se trouve, ils peuvent même confisquer ta maison. Pour certains agriculteurs, c'est parfois un piège qui pourrait les encourager à employer des illégaux. Mais en tant que représentant d'une grosse coopérative, Rosando veut croire que c'est un phénomène marginal. Bon, c'est vrai que parfois il y a des illégaux, mais aussi on a des pics de production. Et si ce jour-là tu as besoin de 10 personnes, c'est pas toujours facile de trouver 10 personnes et puis de faire des contrats aussi. Alors, bien sûr que la majorité les déclare. Mais c'est vrai, il y a des personnes qui utilisent des illégaux, mais bon, c'est à contre-cœur. Équipe Tigre pour Tigre 10. Confirmez que vous avez reçu. Bien reçu. Les autorités espagnoles, elles, prennent la chose très au sérieux. Une brigade spéciale a été créée pour faire la chasse aux employeurs indélicats et à travers le dédale de plastique, ils essaient de les prendre sur le fait. En général, on repère là où il y a des voitures garées et des bicyclettes. Là, il y a une voiture. Les fraudeurs savent très bien ce qu'ils risquent. Et évidemment, Par ici. ils ne demandent pas leur reste. Par ici, par ici. Allez, sortez de là. Dissimulés au fond de la serre, la mère du propriétaire et un ouvrier. Allez, en avant. On vous fait si peur que ça? On est moche à ce point-là? Au final, 5 personnes, dont certaines vont avoir bien du mal à s'expliquer. Pourquoi tu étais caché entre les cageots de tomates? Pourquoi? Pourquoi tu étais planqué? Qui? Moi? Oui, toi. Oui, donc... Combien on te paye ici? Je sais pas, j'ai commencé le travail aujourd'hui, donc je sais pas. C'est ta première journée ici? C'est vraiment pas de chance. Oui, c'est mon premier jour. C'est la justice qui décidera de l'amende que vont payer les propriétaires. Une somme qui varie de 3 à 100 000 euros par ouvrier non déclaré.
La plupart du temps, ils courent parce que le patron leur a dit de courir. Parce qu'il ne veut pas qu'on découvre des illégaux dans sa serre. Certains employeurs ont même créé des groupes sur WhatsApp et ils se préviennent entre eux. Dans ce labyrinthe où se joue une vaste partie de cache-cache, malheur à ceux qui ne sont pas assez rapides. Il y en a un qui s'échappe. Les gars, venez par là. Viens ici toi, viens ici. Rares sont les fraudeurs qui reconnaissent leur tort. Et à la brigade, on a l'habitude d'entendre les mêmes refrains. Les politiciens sont des fils de pute qui nous volent en permanence. Nous, on croule sous le boulot et on survit à peine. On est là et en plus, voilà comment on nous traite. Moi, je n'ai pas besoin de courir, qu'ils me mettent une amende. Et si je ne peux pas la payer, eh bien, qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Environ 17 000 exploitations à contrôler par cette brigade de 10 hommes qui naviguent à vue sur cette mer qui ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, elle déferle sur les flancs des montagnes et une écume de plastique menace même les réserves naturelles. Rien n'arrête ce business qui réclame toujours plus de main-d'œuvre. Bala Keïta est malien. Il est ici depuis plus de 10 ans. C'est un vétéran de la mer de plastique. Et il connaît bien les règles du jeu. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais bon, il faut tout accepter, hein, c'est l'aventure. Quand tu viens à l'Exode, il faut tout accepter. Tu ne peux pas dire non. Tu dis toujours oui. Et accepter tout. On n'a pas le choix. Bala a longtemps travaillé dans cette serre avec d'autres Maliens, dans des conditions difficiles. D'autant plus qu'il faut manipuler des produits dangereux, notamment des pesticides et des engrais chimiques. Tu vois la poudre? Regarde. Tu vois, ils sont tous masqués. Et puis, les gens, pour s'habiller aussi, il faut s'habiller avec des chemises de longues manches. C'est mieux. Les produits ne touchent pas son corps. Il y a beaucoup de poison. Ça peut vous rendre malade, c'est sûr. C'est des produits toxiques. Ça peut contaminer. Si, ça peut contaminer. Même quand je suis tombé malade, on m'a beaucoup questionné. Hein. On m'a beaucoup questionné pour ces problèmes-là. À ce jour, personne n'a encore pu établir de lien direct entre l'insuffisance rénale de Bala et son activité dans les serres. Mais depuis sa maladie, il reste à San Isidro, incapable de travailler. Il a été recueilli par des amis maliens dans cette maison semi-abandonnée. Ça, tu en as 60? Depuis qu'il a été greffé d'un rein, c'est Médecins du Monde qui lui fournit cet imposant stock de médicaments. Tous les jours, je suis à la pharmacie. Les 2 reins sont tous morts. Ils sont tous morts. Je n'ai pas une aide ici. Tu ne travailles pas. Tu es en train de payer les médicaments encore. Comment? Moi, je prends plus de 20 comprimés tous les jours. Je n'ai pas un centime. En un mot, ma vie est dans leurs mains. Ces médicaments sont dans cette grande valise, car demain, Bala rentre au Mali, pour la première fois depuis 10 ans. Et là-bas, il devra suivre son traitement. Ça, c'est mon billet d'avion. Là. Et ta mère, tu l'as pas revue depuis longtemps? Très longtemps. Elle a 83 ans. Ma mère, à chaque fois qu'elle pense à moi, elle se met à pleurer. Elle pleure encore et encore. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Pour Bala, c'est un grand jour. Mais sa joie n'est pas totale. Il sait qu'au Mali, il n'aura pas les moyens de payer ses soins médicaux. Dès son arrivée, il va devoir annoncer une mauvaise nouvelle à sa famille. Je suis condamné à revenir ici. Je suis obligé de venir ici. C'est la prison totale. Il doit suivre toujours le traitement. Dans 2 mois, il n'aura plus de médicaments. Il n'aura qu'une solution, revenir ici. Pour lui, comme pour des milliers d'autres ouvriers venus tenter leur chance aux portes de l'Europe, les serres d'Almeria sont souvent une impasse. Un horizon trompeur où viennent s'échouer
les naufragés de la mer de plastique. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de vous quitter, un petit rappel auquel vous ne sauriez échapper, c'est bien sûr celui de l'adresse de notre site internet info.arte.tv. Merci de votre fidélité à notre magazine hebdomadaire d'actualité internationale. La semaine prochaine, vous retrouverez Andrea Fils à cette même place. Mes nombreux camarades que vous ne voyez pas à l'écran, mais sans lesquels il ne saurait y avoir ce rendez-vous, et moi-même, auront le plaisir de vous accueillir dans 2 semaines. Portez-vous aussi bien qu'il est possible d'ici là. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.